Chroniqueuse radio, écrivaine et militante antiraciste et féministe. Bonjour, Rokhaya Diallo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une image symbolique, mais une image forte. C'était Angélique Kidjo qui interprète la Marseillaise sur le Champ de Mars en clôture des festivités du 14 juillet. C'est l'hommage de la nation. On voit ces images. Ça vous touche de voir une artiste béninoise qui chante ainsi l'hymne national français? Évidemment, ça m'a touchée du fait, d'une part, de son talent artistique indéniable et du fait qu'Angélique Kidjo est une artiste internationale. Elle est effectivement d'origine béninoise. Elle a vécu très longuement en France avant de s'installer aux États-Unis et de recevoir un nombre multiple de Grammy Awards. Elle a fait danser jusque Barack Obama. Donc, d'une certaine manière, qu'elle vienne incarner la Marseillaise en ce jour symbolique du 14 juillet 2020. Donc, à un moment où le monde a fait symbiose dans une forme de confinement contre un virus, j'ai trouvé ça extrêmement puissant et que ça la puissance de sa voix accompagnait vraiment le caractère très solennel de cette Marseillaise. Oui. Et beaucoup, par contre, de réactions, alors des réactions très positives, bien sûr, mais aussi des réactions très négatives sur les réseaux sociaux, où on voit les gens lui reprocher d'être africaine, de chanter l'hymne national en boubou, je cite, ce genre de choses. Ça vous étonne, ça ? Malheureusement, ça ne m'étonne pas que le fait qu'une femme noire d'origine africaine interprète la Marseillaise fasse l'objet de réactions racistes, parce que ce qu'on lui reproche, c'est d'être une femme noire, d'être venue avec une tenue qui rappelle effectivement les couleurs du continent africain. Et c'est assez intéressant parce que d'une part, il y a des gens qui en permanence vont demander aux personnes minoritaires de s'assimiler à ce qu'est la nation française. Et quand on a une femme qui chante la Marseillaise en ce jour symbolique du 14 juillet, on lui reproche d'une certaine manière de ne pas être assez blanche pour être française et pour représenter la France. Moi, ce que j'ai à dire à ces personnes-là, c'est qu'elles auront beau s'égosiller dans tous les sens. Angélique Kidjo incarne parfaitement la France et elle était parfaitement légitime pour chanter cette Marseillaise. Oui. C'est ce que vous allez dire sur un plateau de télévision à la rentrée, Rokhaya Diallo. Vous allez être avec Cyril Hanouna, c'est Balance ton poste. Et là, vous allez, sans peur, j'allais presque dire ce que vous pensez. C'est pas toujours facile. Ce n'est pas simple de s'exprimer sur les plateaux de télévision et de dire fermement ce qu'on pense. Cyril Hanouna me fait une nouvelle fois confiance puisque j'étais dans Touche pas à mon poste il y a 2 ans. Je vais intégrer cette émission qui s'appelle Balance ton poste, qui est une émission de débat où plusieurs personnes de différentes sensibilités politiques commentent l'actualité et reçoivent les invités qui font l'actualité. Et je suis très très heureuse de pouvoir m'adresser à un public qui est plus habitué au divertissement pour porter des questions qui ont agité toute l'année. On a parlé de racisme mais aussi de sexisme, puis d'autres questions de disparités sociales. Mais c'est vrai que depuis cette annonce, vous êtes l'objet d'attaques aussi sur les réseaux sociaux. Absolument, c'est une annonce qui a fait... Voilà, c'est une annonce qui a été accueillie. On me reproche... Il semblerait que des personnes soient convaincues que je suis raciste anti-blanc. Donc des gens sont complètement surexcités à l'idée que je rejoigne l'émission parce qu'ils perçoivent comme en moi une forme d'agressivité que je n'ai jamais portée. Je veux dire, je m'exprime toujours de manière absolument calme et généralement assez souriante. Mais je pense que ça témoigne davantage d'une crainte de voir la télévision changer de couleur, s'exprimer à travers des voix différentes, que ce soit la mienne. D'autres sensibilités sont représentées. C'est une émission justement qui permet à différentes voix de prendre la parole sur des sujets, puis des fois des confrontations. Bien sûr, mais très vous avez fait un documentaire qui s'appelle Où sont les Noirs ? Donc là, vous vous dites, oh, ça y est, là, vous êtes à l'écran, voilà. Mais c'est le fruit d'un combat disons que je me sens héritière de combats qui ont été portés par les générations précédentes. Mon documentaire Où sont les Noirs interroge la visibilité ou même l'invisibilité des personnes noires dans le documentaire, dans la fiction française. Et différents acteurs de ces industries-là parlent de cela. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que si je suis aujourd'hui à la télévision française, c'est parce que d'autres se sont battus avant moi. Et mon documentaire avait aussi à cœur de célébrer ces voix-là qui s'étaient exprimées à une époque où c'était beaucoup plus difficile. Je pense à Luc Saint-Éloi, qui avait pris la parole au César de 2000 pour justement dénoncer l'absence des visages noirs, asiatiques d'origine maghrébine sur les écrans français. Et je suis là. Malgré tout, ma présence n'est que symbolique et elle reste quand même... elle ne peut pas effacer le fait que des millions de personnes qui sont noires, qui sont maghrébins, qui sont asiatiques subissent des discriminations au quotidien et n'ont pas nécessairement la chance que j'ai eue d'accéder à cette visibilité publique. Et vous allez participer à une nouvelle manifestation pour Adama Traoré, pour la vérité, pour Adama Traoré. Ça, c'est un combat que vous ne lâcherez pas ? C'est un soutien, en tout cas, que j'essaie d'apporter aux personnes qui sont victimes de violences policières. Depuis la mort d'Adama Traoré le 19 juillet 2016, tous les ans, à Beaumont-sur-Oise, à l'endroit où il est mort, la famille organise, le comité Adama notamment, organise une manifestation, un rassemblement pour qu'on se souvienne d'Adama Traoré et en mémoire aussi de toutes les victimes de violences policières. Et donc, ça aura lieu le 18 juillet cette année. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde cette année. Et ce qui est très bien, c'est qu'on décentralise
montre un petit peu aussi le point des manifestations. 2 grandes manifestations ont eu lieu à Paris en juin et dans d'autres grandes villes. Là, ce sera à Beaumont-sur-Oise, donc dans le 95, le département 95. Et de nombreuses personnes vont venir d'un petit peu partout pour démontrer une forme de solidarité avec la famille d'Adama Traoré, notamment avec Assa Traoré, sa sœur, qui porte le combat courageusement depuis 4 ans. Oui, je disais, vous êtes à la fois militante antiraciste, mais aussi féministe. La polémique autour du ministre de l'Intérieur, là, ça fait le lien, Gérald Darmanin, qui est sous le coup d'une enquête pour viol. Vous êtes comme beaucoup de féministes qui disent c'est scandaleux, malgré les explications du président de la République hier. Je dois vous avouer que j'ai été assez estomaquée à l'annonce de cette nomination, parce que, effectivement, une enquête a été déclenchée au mois de juin, a été réouverte au mois de juin contre Gérald Darmanin. Et il est nommé ministre de l'Intérieur, sachant que le fait qu'il soit ministre de l'Intérieur le rend de fait responsable en fait, de la police. Donc il est responsable sur le plan institutionnel de l'entité qui va enquêter sur lui suite à une accusation de viol. Et le viol en droit français, c'est un crime. C'est un crime comme les meurtres. Ce n'est pas un délit, comme d'autres ministres ont pu être accusés de délit. Je crois que c'est la première fois qu'on a un ministre qui est en fonction, qui est accusé d'un crime. Même s'il bénéficie, comme le dit le président, de la présomption d'innocence. Alors pour moi, je fais une différence entre la justice et la politique. Faire le choix de nommer une personne au gouvernement à une position où elle est institutionnellement responsable de l'entité qui enquête sur elle, je pense que c'est un message extrêmement négatif qui est envoyé aux féministes. Emmanuel Macron a dit lors de sa déclaration du 14 juillet qu'il avait parlé d'homme à homme à Gérald Darmanin. Je pense que l'expression était absolument déplacé. C'est-à-dire qu'indiquer qu'il donne sa confiance à une personne avec qui il a parlé d'homme à homme dans un système justement où on dénonce le patriarcat, ça donne l'impression d'une complicité et d'une complicité peut-être masculine. Donc moi je crois que Gérald Darmanin n'a absolument pas sa place qu'il aurait fallu peut-être attendre, qu'on soit sûr que la justice se prononce, le disculpe éventuellement et effectivement on aurait pu imaginer qu'il soit en charge de l'intérieur. Mais je crois que le chef de la police soit lui-même accusé de viol et soit en charge d'une certaine manière de l'autorité qui surplombe d'une certaine manière les gens qui vont enquêter à son sujet, ça me semble déplacé. Et puis il a eu cette accusation qui fait l'objet d'une enquête, mais c'est pas la première accusation pour viol. Donc en ces temps où le monde quand même a été bousculé par la vague MeToo, je pense que c'est un signal très très négatif qui est envoyé aux femmes. Et puis l'autre signal, c'est quand même que Marlène Schiappa, qui était vraiment la voix gouvernementale de la lutte pour les droits des femmes, le fait qu'elle soit aujourd'hui sous l'autorité de Gérald Darmanin, pose aussi question. Ça interroge parce qu'on se demande finalement dans ce gouvernement où la parité est certes respectée, mais où les femmes n'ont pas de poste régalien, où la personne qui est en charge des droits des femmes tout soudainement est sous l'autorité d'un homme accusé de viol. C'est un message qui donne quand même l'impression que le viol n'est pas considéré à la hauteur de sa gravité. Un mot, le roi des Belges qui envoie une lettre d'excuse au président Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, pour les exactions commises à l'ancien Congo belge. C'est une victoire de George Floyd, c'est quoi ? C'est la victoire d'abord des mouvements qui sont mobilisés en Belgique, notamment de la part de Belges d'origine congolaise depuis très très longtemps. Il faut savoir que la colonisation belge au Congo a été particulièrement sanglante, qu'elle a été le synonyme de torture particulièrement atroce. Léopold II, l'ancien roi des Belges, était connu pour ses pratiques extrêmement sanguinaires à l'égard du Congo. Et depuis très longtemps, les collectifs demandent à la fois une reconnaissance de ce crime et puis des excuses de la part du gouvernement belge. Donc que ça arrive aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et c'est vrai que la mort atroce de George Floyd a accéléré ce processus, mais le processus a vraiment été instillé, entamé par des mobilisations locales. Et je pense que c'est l'occasion de rendre hommage à tous ces gens qui sont battus dans l'ombre pendant des années avant d'obtenir enfin une partie de la reconnaissance du crime qui a été commis. Oui. Ok, Lalo, un dernier mot. Je crois que vous êtes sur un film là qui s'appellerait La Parisienne. C'est quoi ? C'est-à-dire vous nous décrivez l'histoire de La Parisienne. Qu'est-ce que c'est La Parisienne aujourd'hui finalement ? Alors c'est vous, c'est voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'interrogation du film. Qu'est-ce que c'est La Parisienne ? Effectivement, on a cette image-là des Parisiennes un peu cliché, que la France vend beaucoup à l'international. Mais moi, ce que j'ai envie de montrer aujourd'hui, c'est la Parisienne telle qu'elle est, en tout cas dans sa pluralité. Puis j'ai envie d'interroger ce mythe, donc c'est le prochain film qui, il me semble, pourrait finir sur les écrans de TV5. On l'espère. J'en serais ravie. Merci beaucoup, Rokhaya Diallo était notre invitée aujourd'hui sur TV5. Merci beaucoup. Rokhaya.